Le but de notre rencontre aujourd'hui, c'était de vous expliquer et d'expliquer à tous les citoyens les enjeux de cette enquête publique qui vient de démarrer et qui va se terminer le 6 ou 7 juin. Donc très très prochainement, une enquête qui va durer sur un petit peu plus d'un mois, légèrement plus d'un mois, qui n'a lieu qu'à Plaisance. Effectivement, on faisait remarquer que c'est important de savoir que sur un projet d'un impact métropolitain qui concerne beaucoup de communes, on n'organise l'enquête publique que dans les locaux de la commune de Plaisance-du-Touche. Et en plus, on l'organise dans des locaux qui sont aménagés, qui sont décorés par notre promoteur pétitionnaire Unibail-Rodamco, avec, on voit quelques panneaux publicitaires qui font les louanges d'un projet dans lequel on ne voit ni caddie, ni voiture, mais beaucoup d'arbres, de petits oiseaux et de promenades bucoliques au bord d'un lac. Donc une réalité quand même très très déformée, et donc on voudrait rétablir un certain nombre de vérités par rapport à ce projet et cette enquête publique. Je vais vous rappeler 2 ou 3 faits pour bien situer les choses. Le département, qui est un acteur assez important dans ce dossier, ayant changé de présidence récemment, nous avait rencontrés et nous avait promis de nous soutenir sur ce combat contre le centre commercial, jugeant que ce centre commercial était inadapté aux besoins du moment. Au mois d'octobre, annonce de Georges Méric, projet démesuré. Le département a demandé la médiation du gouvernement. Il est monté au niveau du gouvernement pour demander une médiation. Le gouvernement a nommé un médiateur et suite à une médiation marathon très rapide, une course, on ne devrait pas dire un marathon mais plutôt une course de 100 mètres, puisque ça s'est déroulé sur moins de 2 mois, les acteurs qui ont été rencontrés étaient assez peu nombreux, et même certains ont dû réclamer par voie de presse d'être rencontrés, j'en fais partie. Et donc, à la fin de cette médiation, un accord cadre qui a été médiatisé sous les couleurs de la République nous annonce que le projet qui autrefois a été démesuré est aujourd'hui complètement acceptable. Le projet est acceptable parce qu'on y aurait inclus un cinéma et une médiathèque. Suite à ça, je vais passer l'épisode, mais qui est très important, de l'annulation de l'autorisation du préfet, puisque le tribunal administratif de Toulouse a annulé une des premières autorisations. Il y en a d'autres qui sont en cours d'instruction par le tribunal de Toulouse. Et on arrive donc à lancer cette enquête publique alors même qu'on est en phase juridique finale, puisque la Cour d'appel de Bordeaux devrait prochainement annuler le permis de construire. On a une audience le 17 mai à la Cour d'appel de Bordeaux et on organise une enquête publique du début mai à début juin en gros. Donc ça c'est quelque chose qui est assez inquiétant. Ça veut dire qu'on veut passer en force, mais ce n'est pas la seule chose inquiétante qu'on voulait expliquer dans ce dossier. La deuxième chose inquiétante, c'est qu'on fait non pas une enquête publique, mais 2 enquêtes publiques. On a 2 enquêtes publiques qui portent, soi-disant, uniquement sur des aspects environnementaux. Ça voudrait dire que le dossier, aujourd'hui, ne comporte que des problématiques environnementales. On n'a pas de problèmes sociétaux, on n'a pas de problèmes économiques, on n'a pas de problèmes commerciaux, on n'a pas de problème d'emploi. On nous a réglé tous les problèmes sans rien changer au dossier. Donc 2 enquêtes publiques. Et on découvre de plus que dans la notice d'explication, qui fait une quinzaine de pages, très compliquée, moi j'ai mis des heures à comprendre vraiment ce qui était expliqué dedans, il n'y a pas 2, mais il y a 3 permis de construire. 3 permis de construire, c'est un premier permis de construire, c'est celui de 2008, qui devrait bientôt être annulé, sur lequel on refait encore une fois une enquête publique, alors que ça a déjà été fait et qu'on n'a rien changé pratiquement
au contour du dossier. Un deuxième permis de construire qui est en fait un copier-coller du premier. Et de l'aveu même du promoteur, c'est un permis de construire qui est proposé aujourd'hui au cas où le premier serait annulé, pour avoir un peu d'avance, à déposer de nouveau le même permis de construire, dans les mêmes conditions, avec les mêmes bâtiments, les mêmes parkings, les mêmes emplacements, à peu de choses près, quelques petits détails légèrement modifiés, mais très très peu. Et pour justifier donc une nouvelle enquête publique, on y adosse un troisième permis de construire pour une centrale photovoltaïque. Donc deux grandes nouveautés, entre autres, qui nous sont annoncées dans cette fameuse médiatisation. Un cinéma 10 places multiplex, dont on voit aucune trace dans le dossier soumis à enquête, aucune trace, même pas la mention, l'évocation. L'ajout d'une centrale photovoltaïque qui, on le sait, le promoteur l'a avoué, ne sera pas construite si le permis de construire n'est pas annulé par la Cour d'appel de Bordeaux. Donc c'est un permis de construire prétexte à organiser une enquête publique fantoche dans laquelle on nous limite, on nous dit n'intervenez que sur l'environnemental, surtout. Hein, ne parlez pas des autres problèmes, ce n'est pas notre sujet. La réalité des choses aujourd'hui, elle n'est pas simple et elle mérite des explications. Aujourd'hui, on a un centre commercial dont on nous dit que toutes les autorisations sont délivrées. C'est écrit noir sur blanc dans ces dossiers en tête de la préfecture. Or, le permis de construire est soumis à une action juridique qui aujourd'hui est en cour d'appel de Bordeaux. Le rapporteur public de la cour d'appel avait fait, il y a peu de temps, un rapport final indiquant qu'il demandait l'annulation du permis pour illégalité et pour non-conformité. Donc on a un permis de construire qui est très borderline, qui est très à la limite d'être annulé. On a aussi des autorisations préfectorales de destruction des espèces qui ont été annulées. La première vient d'être annulée. Je vous rappelle que les espèces ont été détruites, leur habitat a été détruit avant même que les périodes de recours de ces autorisations soient purgées. Ce qui veut dire que le promoteur a pris le risque de détruire la nature de manière illégale. Aujourd'hui, le promoteur, Unibail-Rodamco, n'est pas titulaire d'une autorisation de destruction des espèces naturelles. Il a détruit leur habitat sans autorisation, puisqu'elle a été annulée par le tribunal de Toulouse. Ça, c'est très clair. On a démarré les travaux de construction d'une route départementale alors que le département n'a rien demandé. On veut faire avancer les choses et mettre les citoyens devant le fait accompli. Et la dernière chose qui est la plus inquiétante, c'est qu'on dépose aujourd'hui un permis de construire dont on dit qu'il ne servira pas si l'ancien reste valide. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, si vous nous annulez notre permis de construire, de toute façon, on va leur déposer le même, pratiquement le même, à un parking près. Et puis, avec les lois Macron qui autorisent maintenant les promoteurs à partir sans autorisation, on sait très bien que ça va être de plus en plus difficile de garantir la légitimité et la légalité des besoins des citoyens. Et ensuite, on nous parle d'ailleurs, et juste après ici dans le communiqué de presse, de 2000 emplois permanents, pérennes et non délocalisables. Dans le dossier, on a compté environ 1 millier d'emplois précaires. L'accès à l'information nous est refusé. Et je dis bien refusé. En tant qu'élu, parce que je suis aussi élu, dans l'exercice de mon mandat, je dois avoir accès à l'information. J'ai demandé donc communication du dossier. On m'a demandé de payer sur mes propres deniers 1 800 € pour obtenir le dossier. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé hier. J'ai discuté avec les commissaires enquêteurs. Donc les commissaires enquêteurs, ils travaillent sur ce dossier depuis quelques temps. Ils ont été sollicités depuis plusieurs mois. Déjà, ils attendaient le feu vert, donc ils ont pris connaissance du dossier. Et ils n'étaient pas capables de comprendre et d'expliquer qu'il y avait 3 permis de construire.
On a découvert avec eux, j'ai dû leur expliquer, parce que j'ai vraiment eu du mal à comprendre qu'on était sur 2 enquêtes publiques pour 3 permis de construire. Même les commissaires enquêteurs ont du mal à saisir les choses qui sont cachées ou mal expliquées intentionnellement dans ce dossier d'enquête publique. Les responsables politiques qui font la promotion du projet annoncent des chiffres qui ne correspondent pas à ce qu'on trouve dans le dossier d'enquête publique. Et donc ça, ce sera dénoncé de manière très formelle et très ferme pendant l'enquête publique. Une enquête publique n'empêche pas un projet de se faire, juridiquement. En revanche, une autorité qui passerait outre le résultat négatif d'une enquête publique s'expose à des poursuites en tribunal administratif, et on a démontré qu'on savait faire et que maintenant on connaît la porte et l'adresse, et que, souvenez-vous du tram de Toulouse qui s'est vu retoqué parce qu'on n'avait pas fait cas des résultats de l'enquête publique, et bien voilà. Est-ce que ce n'est pas le cas de la LGV Bordeaux-Toulouse? Oui. C'est le cas. Oui, oui. Enquête publique défavorable. Mais on passe outre quand même, et voilà. Puis on a vu dans notre sud-ouest une LGV qui était considérée comme, selon l'enquête publique, avec un avis défavorable, une Cour des comptes qui dit que ça ne sera jamais rentable, des élus qui s'y opposent, des associations, des habitants, et un gouvernement qui dit je m'assieds sur toute cette consultation des scientifiques, des experts et de la population, et je considère que ce projet est d'utilité publique. Donc il y a les beaux discours d'un côté, François Hollande, Valls, et puis il y a la réalité sur le terrain qui est de faire complètement l'inverse. Là, je sais pas, le gouvernement il prend une responsabilité moi que je maîtrise plus, parce que quand c'est le gouvernement lui-même qui ne respecte pas les procédures que lui-même a mis en place, là franchement, l'avenir est incertain. Moi, je voudrais revenir sur l'accord cadre du 31 mars et surtout, est-ce que vous pourriez dresser le bilan de l'action du médiateur nommé par l'Élysée? Alors, je ne suis pas qualifié pour dresser le bilan du médiateur, puisque ce n'est pas mon rôle. Le médiateur, il a rapporté, et c'est son rôle théoriquement de faire le bilan. Pour autant, quand on lui a demandé d'être destinataire de son bilan, il nous a dit qu'il n'en ferait pas. Donc il a fait une médiation sans faire de bilan de sa médiation. Moi, en tant que responsable politique, en tant que responsable de ce collectif, je considère que la médiation a été menée d'abord de manière trop rapide et deuxièmement de façon partiale. De façon partiale parce que n'ont été reçus et écoutés que des personnels choisis, des personnes que nous avions proposées à auditionner ou qui se sont manifestées auprès du médiateur n'ont pas été entendues, et des maires en particulier. Lorsque j'ai réussi à être auditionné, et puis on m'a rapporté d'autres résultats d'audition, selon les sujets abordés, on était plus ou moins écoutés. En fait, ils nous disaient dès le départ, le dossier de toute façon est bouclé, ça va se faire. La seule chose que je suis missionné à faire, c'est de découvrir d'éventuelles modifications environnementales qui pourraient être apportées au projet. Je voudrais revenir sur l'aspect démesuré de ce projet et l'aspect inutile. Bon, ça a déjà été démontré, la zone de chalandise, 930 000 habitants, etc. Oui. Et, fait nouveau, à 2 ou 3 kilomètres de Plaisance, est en train de se créer, de se terminer, un centre commercial de 5000 m² qui s'appelle les Portes du Gers. Oui. Est-ce que ça constitue un élément nouveau dans ce dossier? Effectivement, c'est un élément nouveau et c'est la raison. Là, ne nous cachons pas derrière les vraies réalités, c'est la raison pour laquelle on empêche les gens d'intervenir sur le volet commercial ou le volet économique du dossier. Parler d'emploi, c'est une autre problématique qui est de plus en plus avérée. Sur le principe économique, l'enquête commerciale qui avait été réalisée pour calibrer ce dossier, pour le justifier lors de l'autorisation commerciale, avait été faite en 2003. 2005,
Et l'autorisation a été délivrée dans la foulée en 2007. Donc on est sur des chiffres qui n'ont pas été revus depuis, qui ont plus de 10 ans d'âge. Il y a 10 ans, le commerce, la grande distribution, n'était pas organisé comme elle l'est aujourd'hui. Première chose. On a agrandi Blagnac, on a construit les portes du Gers, on a rénové un certain nombre de centres commerciaux de l'agglomération toulousaine. Tout le monde le sait. Première chose. Deuxième chose, les modes de consommation sont, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, en train de changer. Et la mutation s'accélère. L'arrivée de la consommation par Internet, la recentralisation, la relocalisation des habitudes de consommation. De plus en plus, on a des enquêtes qui sont très précises sur le sujet. Credoc en particulier, que je relisais hier soir, le Credoc nous démontre qu'on a une migration des habitudes de consommation des grandes surfaces vers le commerce de proximité. Les gens vont de plus en plus sur les commerces de proximité. Le phénomène de migration vers les hard discounters, c'est un petit peu tari, puisque c'était il y a 10 ans, entre il y a 10 ans et il y a 5 ans, le pic de déplacement, mais les consommateurs continuent à se déplacer vers ces nouveaux modes de consommation, donc les drives, l'Internet et la moyenne et la petite surface de proximité. Moi, je voudrais évoquer la décision du tribunal administratif de Toulouse. Je trouve qu'elle est pleine d'espoir, là, parce que la notion d'intérêt public majeur qui était invoquée par le préfet pour son autorisation qui a été annulée tombe d'un coup. Et c'est en fait un argument que vous développiez depuis longtemps. Donc c'est une victoire du collectif, là. Oui, alors soyons très précis sur cette question-là. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je répète, le promoteur et le département également d'ailleurs avaient demandé au préfet l'autorisation de destruction d'espèces naturelles, de déplacement et de destruction de leur habitat, d'habitat d'espaces naturels. Voilà l'intitulé de cette demande d'autorisation qui avait été accordée par le préfet après instruction des services de l'État. Ces deux autorisations ont été dénoncées au tribunal administratif de Toulouse par le collectif en particulier, mais aussi d'autres associations, ONG environnementales. Le tribunal administratif de Toulouse a annulé la première décision en invoquant le fait que le projet ne présente pas un intérêt public majeur. Intérêt public majeur. La loi est très claire. Elle dit que les espèces naturelles protégées ne doivent pas être détruites. Leur habitat ne peut pas être détruit. Il est possible d'attribuer des dérogations à cette règle à condition, et une des conditions est la raison d'intérêt public majeur. Seul un intérêt public majeur et d'autres conditions peuvent autoriser le pétitionnaire à détruire des espèces naturelles. Je voudrais revenir sur le revirement de M. Méric. Est-ce qu'on peut parler de trahison ? Oui, clairement. Revirement, alors c'est un revirement. Est-ce que c'est un revirement ou est-ce que c'est pas plutôt une opération calculée ? Enfin, je pèse mes mots. J'entends encore, et je lis encore, je vois dans ma tête le communiqué de presse de Georges Méric qui annonce que le projet Val Tolosa est surdimensionné, qu'il n'est pas adapté à notre époque, au mois d'octobre, et 2 mois plus tard, annoncer que maintenant, le projet est acceptable parce qu'on y a adjoint une médiathèque. Je voudrais faire un parallèle entre l'enquête publique de 2008, oui. L'avis défavorable du SMAT a été refusé par le commissaire enquêteur pour un retard de 2 ou 3 jours, quelques jours. Oui. Là, devant la cour d'appel de Bordeaux, l'instruction était close depuis 2 ans, ou 1 an et demi, et malgré tout, le promoteur peut ramener des éléments nouveaux. On est où, là ? Oui, alors ça aussi, je ne vais pas beaucoup intervenir sur le dossier juridique, puisque, comme vous l'avez compris, on est dans une phase qui est une phase un peu finale et où on attend et on a beaucoup d'espoir. Donc, je ne peux pas trop développer cet aspect-là aujourd'hui. Je ne peux pas non plus embrouiller le sujet. Mais pour répondre très clairement à la question, effectivement, nous, les avocats,
sont au minimum très étonnés de la façon dont certaines choses se produisent dans ce dossier. Là, ce qui était mentionné, c'est effectivement une enquête qui est close depuis longtemps au tribunal administratif. On ne met pas de nouvelles pièces au dossier. D'autant que ce sont des pièces qui n'ont pas de valeur à la date des événements qui sont jugés, c'est-à-dire le permis de construire délivré en 2009. Donc voilà, on est dans une situation juridique ubuesque où on a bien l'impression que certains ont plus de moyens que d'autres. Mais on n'est pas sans moyens et on se bat. Le promoteur assure le soutien de certains responsables politiques de haut niveau. Je vais le dire comme ça. Il n'a pas les soutiens, c'est lui qui les assure, les soutiens. Voilà. Quand on demande à convoquer une réunion des principaux élus qu'il faut faire plier dans les bureaux de l'Élysée, je trouve ça quand même très fort de café. Le département qui avait demandé une médiation, et c'est à l'Élysée qu'on réunit tout le monde pour siffler la fin de la partie et dire, bon, maintenant, vous cédez, on vous donne, juste pour sortir la tête haute, on vous donne une petite opération médiatique qu'on va appeler une médiation, et puis à la fin, tout sera terminé, accord cadre, convention, et fini. Mais non, c'est pas du tout fini, parce que les jugements sont en train de tomber, et je peux vous dire que ça va empêcher le projet de démarrer. Honnêtement, j'accuse pas Georges Méric d'être affilié à Unibail, pas du tout, hein. Non, ça je ne le dirais pas. Mais je sais que Guillaume Poitrinal a bien introduit que Emmanuel Macron a un collaborateur qui a lancé sa campagne En Marche, qui est à la tête de la communication du groupe Unibail. Enfin bon, voilà, ils ont des hommes placés. Et c'est logique, hein, c'est ce qu'on appelle le lobbying.